C'est ce qui arrive quand vous me désobéissez, a dit mon père, debout au-dessus d'un feu qu'il avait allumé avec tout ce que je possédais, tout en tenant un tuyau d'arrosage pour protéger sa pelouse. Mes vêtements, mes carnets de croquis, la courte pointe faite à la main par ma grand-mère, 3 hivers de couture disparus en 4 minutes. J'avais 17 ans. J'ai regardé la fumée monter et je n'ai rien dit. 6 ans plus tard, je l'ai appelé. Il a décroché à la première sonnerie. J'ai prononcé 2 mots. Ce qu'il a trouvé dans sa boîte aux lettres ce soir-là a tout changé, mais pas de la manière dont il s'y attendait. Avant de continuer, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous si cette histoire vous interpelle. Indiquez votre localisation et leur local dans les commentaires. J'adore savoir d'où vous m'écoutez. Je m'appelle Bethany. J'ai 23 ans. Maintenant, laissez-moi vous ramener à Dayton, dans l'Ohio, à l'automne de mes 17 ans, la semaine où mon père a trouvé ma candidature à l'université. La maison au 4892 Ridgewood Drive était un pavillon de plain pied avec 3 chambres sur un terrain d'environ 1000 mètres carrés, dans une banlieue où chaque boîte aux lettres arborait un autocollant du drapeau américain et chaque allée accueillait au moins un pick-up. Mon père, Gerald Thornton, avait refait lui-même la toiture, coulé lui-même le patio en béton et boulonné une plaque en laiton avec le numéro de la maison à côté de la porte d'entrée, qu'il polissait chaque printemps comme s'il s'agissait d'une médaille gagnée au combat. Pour lui, cette maison n'était pas qu'un abri. C'était une preuve. La preuve qu'il avait construit quelque chose. La preuve qu'il était quelqu'un. La preuve qu'il était aux commandes. Et à l'intérieur, il l'était. Le dîner était à 6 heures précises. Je cuisinais. Je faisais la vaisselle. Mon frère aîné, Garrett, s'asseyait à table, mangeait et laissait son assiette pour moi sans un mot, parce que c'était simplement comme ça que les choses fonctionnaient chez nous. Gérald s'asseyait au bout de la table, la télécommande à la main. La télévision ne diffusait jamais que ce qu'il choisissait. Et si le repas était en retard ou que le poulet était sec, le silence à cette table devenait quelque chose de pesant, quelque chose qui vous écrasait les épaules jusqu'à ce que vous ne puissiez plus avaler. Gérald gardait tous les documents importants enfermés dans un classeur en acier dans le garage, mon acte de naissance, ma carte de sécurité sociale, mes carnets de vaccination. Je n'avais jamais tenu mes propres papiers d'identité. Quand j'ai demandé une fois mon numéro de sécurité sociale, j'en avais besoin pour une demande de travail à temps partiel au café sur la route 48. Il a copié les 9 chiffres sur un post-it, m'a regardé les mémoriser, puis a repris le papier. Dans le salon se trouvait son fauteuil inclinable, la Z-Boy, en cuir couleur sang de bœuf, craquelé au niveau des accoudoirs. Personne ne s'asseyait dedans, personne ne le touchait. Il faisait face à la télévision comme un trône face à une cour. Et chaque soir, Gérald s'y installait avec l'autorité d'un homme qui croyait que toute la maison orbitait autour de son confort. C'était le cas. Mon frère Garrett avait 22 ans quand j'en avais 17. Gérald avait payé ses frais de scolarité à l'université communautaire, 1 an et demi de cours que Garrett a surtout séché avant d'abandonner sans une seule leçon sur la gratitude. Maintenant, Gérald élaborait des plans pour installer Garrett dans son propre atelier de réparation automobile. Père et fils passaient leur week-end à comparer les prix des ponts élévateurs et des criques de garage comme certaines familles planifient leurs vacances. J'ai obtenu mon diplôme en terminant dans les 10 premiers de ma classe. Ma professeure d'art, Madame ROR, a épinglé l'un de mes portraits au fusain dans la vitrine du hall d'entrée. Mes notes en mathématiques étaient assez élevées pour que la conseillère d'orientation imprime une liste d'universités et la fasse glisser sur son bureau vers moi avec un regard plein d'espoir. J'ai ramené cette liste à la maison, pliée dans mon manuel. Après le dîner, une fois les assiettes débarrassées, je l'ai posée sur la table devant Gérald. Il ne l'a pas ramassée. L'université, a-t-il dit, non pas comme une question. Pourquoi faire? Le commerce, ai-je dit. Ou la comptabilité. Il s'est adossé. Une fille va à l'université, obtient un diplôme, puis se marie, et le diplôme finit dans un tiroir. Tu veux devoir 50 000 $ pour un morceau de papier dans un tiroir? Patricia, ma mère, était debout à l'évier, les mains suspendues au-dessus d'un plat. Elle ne s'est pas retournée. Je pourrais obtenir une aide financière, ai-je dit. Tu pourrais trouver un travail et contribuer à ce foyer, a-t-il dit, comme tu es censé le faire. Je travaillais déjà les week-ends au café sur la route 48, à 8,75 $ de l'heure. Chaque dollar était directement déposé sur un compte que Gérald avait ouvert à nos 2 noms. Je n'ai jamais vu un relevé bancaire.
Je n'avais pas de carte bancaire. Mon travail y entrait, et Gérald décidait de ce qui en sortait. L'avenir de Gareth était un investissement, le mien était une dépense. Mais chaque mardi et jeudi après l'école, je restais à la bibliothèque. Gérald pensait que je rangeais des livres pour obtenir des crédits de bénévolat. Ce n'était pas le cas. Quand j'avais 14 ans, Gérald a frappé la table de la salle à manger si fort que les verres d'eau ont sursauté. Je ne me souviens pas de ce que j'avais fait. Probablement parler sans qu'on me demande mon avis, probablement respirer trop fort, probablement exister d'une manière qui lui rappelait qu'il n'était pas la seule personne dans la pièce. Il s'est penché au-dessus de la table et a crié à 3 pouces de mon visage jusqu'à ce que sa salive atteigne ma joue. Le lendemain matin, je l'ai dit à ma conseillère scolaire. Une femme des services de protection de l'enfance a frappé à notre porte 4 jours plus tard. Elle portait un cordon autour du cou et un sourire patient. Elle a regardé autour de la maison propre, réfrigérateur bien rempli, aucune échymose a pris des notes et posé des questions. Gérald a été calme et poli pendant toute la visite, comme un homme est calme et poli quand il sait ce qui est en jeu. Il n'en est rien sorti, mais Gérald n'a jamais oublié. À partir de ce jour, je suis devenu la fille qui a appelé la police sur son propre père. Gérald s'est assuré que chaque tante, oncle et cousin le sachent. Dîner de fête de l'Action de grâce, brunch de Pâques, barbecue du 4 juillet et il glissait cela dans la conversation comme un homme qui gratte une croûte. Bette a une fois fait venir les services sociaux chez nous. 14 ans. Vous imaginez? Je lui ai fourni un toit, et elle m'a remercié avec une assistante sociale dans mon salon. Les proches ont cessé de m'appeler. Les invitations se sont faites plus rares. Je suis devenu la fille difficile. Le problème, l'exemple à ne pas suivre de ce qui arrive quand une fille ne connaît pas sa place. Et chaque fois que je contestais quoi que ce soit au couvre-feu, tâches ménagères, l'argent que Gérald prenait, il avait une phrase qui mettait fin à toute discussion: « Tu veux appeler la police encore ? Vas-y. On verra qui te croira cette fois. » Une nuit, nous étions juste tous les deux dans la cuisine, ma mère a chuchoté: « Ne le provoque pas, bête. » Ses mains tremblaient autour d'une tasse de café. Elle ne le défendait pas, elle lui survivait. Et quelque part dans son arithmétique de la peur, me faire taire signifiait nous garder toutes les deux intactes. Sur le mur du salon était accroché un portrait de famille encadré, Gérald, Patricia, Gareth, souriant devant un studio J.C. Penney. Je n'y étais pas. Gérald disait aux proches que j'avais été occupé ce jour-là. La vérité était plus simple, il ne m'avait jamais demandé de venir. Ma grand-mère, la mère de ma mère, est décédée au printemps de mes 15 ans. Un cancer de l'ovaire, diagnostiqué tard. Elle a passé ces 2 derniers mois à la maison dans un fauteuil qui ne ressemblait en rien à celui de Gérald, entouré de paniers de tissus et d'une machine à coudre qui bourdonnait jusque tard dans la nuit. La courte pointe qu'elle m'a laissée était un patchwork de morceaux de coton issus de vêtements que nous avions toutes deux portés, une manche de mon t-shirt de sortie scolaire de CM1, un ourlet de la robe qu'elle portait pour ma remise de diplôme de maternelle. Des morceaux de vieilles chemises de nuit en flanelle et de chemisiers transmis de génération en génération, superposés et cousus en quelque chose qui gardait la chaleur comme seules les choses faites à la main peuvent le faire. Elle avait glissé des sachets de lavande dans les coutures. 2 ans après sa mort, je pouvais encore les sentir. Chaque nuit, je remontais cette courte pointe jusqu'au menton et je sentais pendant 10 secondes que j'appartenais à quelqu'un qui était heureux de mon existence. Ma grand-mère était la seule adulte qui m'ait jamais dit clairement: « Tu es doué avec les chiffres, Bethany. Tu dois aller à l'école. Promets-le-moi. » J'ai promis. Et donc, ces mardis et jeudis après-midi à la bibliothèque scolaire, je ne faisais pas de bénévolat. J'étais assise devant un ordinateur public, j'ouvrais la page d'admission du Sinclair Community College et je remplissais un formulaire de candidature champ par champ, enregistrant ma progression et effaçant l'historique du navigateur avant de me déconnecter. J'ai utilisé l'adresse de l'école pour la correspondance. J'ai listé Madame Roer comme référence. J'ai écrit ma dissertation personnelle sur la courte pointe, sur quelqu'un qui construit quelque chose de beau à partir de chutes, sur la patience comme une forme d'amour. Je n'en ai parlé à personne. Ce que je ne savais pas, c'est que Gérald avait mis en place des notifications parentales sur le système réseau de l'école, une chose qu'il avait exigée après la visite des services sociaux, présentée comme un moyen de surveiller mon utilisation d'Internet. Chaque semaine, le système signalait des catégories d'activités et envoyait un résumé par email aux parents enregistrés. La semaine où j'ai accédé aux ressources de candidature à l'université 4 fois,
Gérald a reçu une alerte. Je suis rentré chez moi un jeudi soir et j'ai su que quelque chose n'allait pas avant d'atteindre la cuisine. La télévision était éteinte. Gérald était assis dans le La-Z-Boy, mais il n'était pas incliné. Il était droit, les deux pieds à plat sur la moquette, les mains posées sur les accoudoirs comme un homme sur le point de rendre un verdict. La maison était silencieuse d'une manière que le silence ne devrait pas être, chargé, sous pression, le genre de calme qui fait bourdonner vos tympans. « Assieds-toi » a-t-il dit. Je me suis assise sur le canapé en face de lui. J'avais encore mon sac à dos. Je pouvais sentir la fermeture éclair appuyée contre ma colonne vertébrale. J'ai reçu un email de l'école, a-t-il dit. Sa voix était basse et régulière, ce qui était pire que de crier. Crier signifiait que la tempête était déjà là, cette voix signifiait qu'elle était encore en train de se former. Ressources de candidature à l'université, 4 visites cette semaine. Ma bouche est devenue sèche. Tu veux expliquer ça? Je regardais pour. Il m'a coupé sans élever le volume. Tu t'es assise dans cette bibliothèque et tu as postulé à l'université dans mon dos. Après que je t'ai dit non, après que je t'ai expliqué pourquoi. Je voulais juste voir si je pouvais. Tu as agi en cachette, tout comme tu le faisais quand tu avais 14 ans. Il a laissé la référence aux services sociaux faire son effet. Elle faisait toujours son effet. Tu appelles les autorités sur ton propre père. Tu agis dans mon dos pour faire la seule chose que je t'ai dit qu'on ne pouvait pas se permettre. Même schéma. Menteuse. Sournoise. Patricia se tenait à l'évier de la cuisine. Je pouvais entendre le robinet couler, bien qu'elle ait cessé de laver quoi que ce soit. Ses mains étaient immobiles dans l'eau. Gérald s'est levé. Le La-Z-Boy a basculé une fois derrière lui. Il s'est dirigé vers le garage. J'ai entendu le classeur s'ouvrir, le tintement des clés. Quand il est revenu, il tenait un sac poubelle noir très résistant et son trousseau de clés de la maison. Il m'a regardé et a dit un mot, dehors. Il est d'abord allé dans ma chambre. Je l'ai suivi dans les escaliers parce que je ne savais pas quoi faire d'autre, parce que mon corps n'avait pas encore réalisé que ce qui se passait était en train de se produire réellement. Gérald a arraché mon placard et a commencé à sortir des chemises, des jeans, le manteau d'hiver d'occasion que j'avais acheté chez Goodwill avec mes propres pourboires. Il les a fourrés dans le sac poubelle comme un homme met des feuilles en sac en automne, mécanique, minutieux, sans hésitation. Mes carnets de croquis ont suivi. 3 ans de portraits au fusain, de nature morte, le dessin que Madame Héroer avait exposé dans le couloir de l'école. Il les a pliés en 2 pour les faire entrer. Puis les livres, Algèbre 2, Anglais AP, un exemplaire d'occasion d'Orgueil et Préjugés que j'avais trouvé dans un vide-grenier pour 0,50 $. Gareth se tenait dans le couloir, les bras croisés, appuyé contre le cadre de la porte. Il regardait la scène comme quelqu'un regarde un accident de voiture fasciné, distant. Il n'a pas dit un mot, n'a pas tendu la main, n'a pas fait un pas en avant. Il a simplement observé la vie de sa sœur être fourrée dans un sac poubelle. Et puis il a regardé son téléphone. Ma mère est apparue derrière Gareth. Son visage était blanc. « Gérald, s'il te plaît. Ferme ta bouche », a-t-il dit sans se retourner, ou le tien est le prochain. Patricia a reculé. Elle s'est appuyée contre le mur du couloir et est restée là, une main couvrant ses lèvres. Gérald a tiré la courte pointe de mon lit. Quelque chose d'électrique a traversé ma poitrine. « Pas ça », ai-je dit. Ma voix a craqué pour la première et la dernière fois. « S'il te plaît, ça vient de grand-mère. » Il tenait la courte pointe en boule dans ses 2 mains et m'a regardé comme un homme regarde quelque chose avec lequel il est sur le point de prouver un point. « Ta grand-mère t'a gâté », a-t-il dit. « Regarde où ça nous a menés. » Il a tout descendu, à travers la cuisine, par la porte arrière. J'ai suivi, et quand j'ai vu le baril de brûlage déjà debout au centre de la cour, le vieux fût en acier qu'il utilisait pour les broussailles au printemps, positionné et en attente, j'ai compris. Il avait planifié cela. Le baril était déjà là. Gérald a renversé le sac poubelle dans le baril. Mes vêtements, mes livres, mes carnets de croquis, ils ont dégringolé comme s'ils n'étaient rien. Il a tendu la main vers la bouteille en plastique d'allume-feu sur la table de patio. Il l'avait sortie aussi. Il a tout aspergé. L'odeur chimique a tranché l'air d'octobre. Puis il a sorti un briquet à long bec de la poche de sa chemise, a cliqué une fois et a tenu la flamme au bord d'une chemise en coton.
Le feu a pris rapidement. Je suis resté à 6 pieds et j'ai regardé 17 ans de bien s'enrouler et noircir à l'intérieur d'un fût en acier dans l'arrière-cour de mon père. Les pages de croquis se sont pliées en cendres. Le tissu a rétréci et s'est déchiré. L'allume-feu a fait bondir les flammes assez haut pour que je sente la chaleur sur mes avant-bras. Puis il a jeté la courte pointe dedans. Patchwork de coton, les carrés soignés de ma grand-mère, les sachets de lavande, la flanelle douce des chemises de nuit que j'avais portées à 7, 10 et 12 ans, ont pris par un coin et se sont propagés vers l'intérieur. Les couleurs se sont resserrées, puis ont disparu. Tout a disparu en moins de 4 minutes. Gérald tenait le tuyau d'arrosage dans son autre main non pas pour mes affaires, mais pour sa pelouse, au cas où les étincelles dériveraient. À côté, j'ai vu Madame Ruth Delano debout sur sa véranda arrière. Elle avait 70 ans, les cheveux blancs, les deux mains pressées contre sa bouche. Elle regardait à travers la clôture en grillage, et elle n'a pas détourné le regard. Gérald s'est tourné vers moi. Il a élevé la voix, non pas pour mon bien, mais pour le voisinage, c'est ce qui arrive quand vous me désobéissez. J'ai fixé la fumée. Elle s'élevait en une fine ligne grise au-dessus des toits et disparaissait dans un ciel qui était trop bleu pour s'en soucier. Je n'ai rien dit, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'avais déjà dit mon dernier mot dans cette maison. Il pensait qu'il me donnait une leçon. Il avait raison, juste pas celle qu'il avait prévue. Cette nuit-là, je suis resté allongé sur un matelas nu dans une pièce qui sentait l'allume-feu et le regret. Pas de courte pointe, pas de carnet de croquis sur le bureau, pas de manteau d'hiver dans le placard. Gérald avait verrouillé la porte d'entrée à 9 heures, comme il le faisait toujours. Le verrou qu'il avait installé lui-même était verrouillable des deux côtés, donc personne ne partait sans sa permission. Vers 11 heures, la porte de ma chambre s'est ouverte. Pas de frappe, pas de lumière. Patricia s'est glissée à l'intérieur et s'est assise sur le bord du matelas. Elle n'a pas parlé tout de suite. Je pouvais entendre sa respiration superficielle, prudente, la façon dont on respire quand on essaie de ne pas exister trop bruyamment dans une maison qui punit le son. Elle a pressé une enveloppe blanche dans ma main. Je l'ai ouverte à la lueur du lampadaire à travers les stores. À l'intérieur, mon acte de naissance, ma carte de sécurité sociale et une fine liasse d'argent. 340 $ en billets de 20 et 10. De l'argent qu'elle prélevait sur les budgets alimentaires depuis des mois, peut-être des années, le cachant dans des endroits où Gérald ne regarderait jamais parce que Gérald n'aidait jamais pour les courses. Pars, a-t-elle chuchoté. Ne reviens pas. Je suis désolé, bête. Elle a serré ma main une fois, puis elle s'est levée, est sortie de ma chambre et a fermé la porte sans se retourner, parce que si elle se retournait, elle pleurerait. Et si elle pleurait, Gérald entendrait, et si Gérald entendait, l'enveloppe disparaîtrait dans le classeur, et cette étroite fenêtre se fermerait pour toujours. J'ai attendu 15 minutes. Puis j'ai poussé la fenêtre de ma chambre rez-de-chaussée, merci mon Dieu, j'ai fait passer mes jambes par-dessus le rebord et je suis tombé de 3 pieds dans la cour latérale. Je portais un jean, un t-shirt et des baskets. Je suis allé à pied jusqu'à la maison de Madame Delano 3 minutes. La lumière du porche était allumée. J'ai frappé 2 fois. Elle a ouvert la porte, a regardé mon visage et m'a tiré à l'intérieur sans poser une seule question. Je suis parti de 4892 Ridgewood Drive avec 340 $ et une enveloppe blanche. Je ne savais pas que 6 ans plus tard, je me tiendrais devant cette même maison en tenant un acte de propriété à mon nom. Gérald a découvert que j'étais parti à 6h15 le lendemain matin, quand personne n'était dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Il ne m'a pas cherché. Au lieu de cela, il a pris le téléphone et a commencé à appeler la famille tante, oncle, cousin, tout le réseau du côté des Thornton et aussi du côté de Patricia et a raconté une version des événements si bien polie qu'on aurait dit qu'il l'avait répété. Elle s'est enfuie au milieu de la nuit, sans mots, sans explication. Après tout ce que j'ai fait, le toit, la nourriture, les vêtements, certains enfants sont juste nés ingrats. Vous vous souvenez de l'affaire des services de protection de l'enfance? La même fille, le même schéma. Le récit a pris racine immédiatement parce que Gérald avait passé 3 ans à fertiliser le terrain. Les parents qui m'avaient déjà classé comme difficile m'ont maintenant promu au statut de cause perdue. Personne ne m'a appelé. Personne n'a demandé à Patricia ma version des faits. Personne n'a roulé en voiture pour chercher une fille de 17 ans qui avait quitté la maison en octobre sans manteau. Dans l'après-midi, Gérald avait vidé ma chambre. Madame Delano,
qui regardait depuis sa fenêtre de cuisine, m'a dit plus tard qu'elle l'avait vu sortir une étagère, un petit bureau et une lampe sur pied. En moins de 48 heures, la pièce contenait un banc de musculation, un miroir debout et des tapis de sol en caoutchouc. Le nouveau gymnase à domicile de Garrett, 17 ans de mon existence, effacé sous une couche de peinture en un week-end. Gérald a aussi appelé l'école, leur a dit que j'avais été transféré pour vivre chez des parents. La secrétaire l'a noté sans vérification. Mon conseiller d'orientation, celui qui avait imprimé cette liste d'universités, n'a jamais eu l'occasion de demander où j'étais allé. Madame Delano m'a fait asseoir à sa table de cuisine ce premier matin, a poussé une assiette d'œufs brouillés vers moi et a dit « Mange d'abord, ensuite on verra ce qui vient après ». Elle a sorti un annuaire d'un tiroir et a trouvé le numéro du Montgomery County Youth Service Shelter. Elle m'y a conduite elle-même dans sa Buick, et elle n'a pleuré qu'après avoir démarré du trottoir. Ce refuge est devenu mon adresse. Un lit superposé, des lumières fluorescentes, un couvre-feu à 22 heures, et 3 autres filles qui portaient chacune leur propre version de la même histoire. Le refuge sentait le nettoyant industriel et le pop-corn au micro-ondes. Les matelas étaient en vinyle. Les douches coulaient tièdes pendant exactement 7 minutes avant que le minuteur ne les coupe. Je partageais une chambre avec 3 autres filles, Danielle, qui dormait avec ses chaussures, Mackenzie, qui parlait dans son sommeil de quelqu'un nommé Kyle, et une fille que tout le monde appelait Birdie, qui ne nous a jamais dit son vrai nom et est parti après 2 semaines sans dire au revoir. Un travailleur social nommé Monsieur Foss m'a aidé à ouvrir un compte bancaire à mon nom pour la première fois de ma vie. Je me suis assise en face d'un guichetier dans une agence Chase et j'ai glissé mon acte de naissance et ma carte de sécurité sociale sur le comptoir, les mêmes documents que Patricia m'avait remis dans le noir. Et quand le guichetier a demandé un dépôt, j'ai mis $200 sur les 340 de Gérald et j'ai gardé le reste en liquide pour les tickets de bus et la nourriture. Monsieur Foss m'a aussi aidé à m'inscrire à une préparation au GED puisque j'avais été retiré de l'école avant de finir ma 3e année, et il m'a signalé pour Medicaid. Ce qui signifiait que je pouvais remplir une ordonnance pour l'inhalateur dont j'avais besoin depuis l'enfance mais que Gérald ne renouvelait jamais de façon régulière parce qu'il considérait l'asthme comme un problème d'état d'esprit. J'ai trouvé un emploi en moins d'une semaine, caissière dans une station-service sur 3rd Street, équipe de nuit, $9,50 de l'heure. Je restais derrière une vitre pare-balles et je scannais des boissons énergisantes et des tickets de loterie de 22 h à 6 h du matin, puis je rentrais à pied au refuge dans la lumière grise d'avant l'aube. Je gardais l'enveloppe de Patricia dans la poche intérieure de ma veste tout le temps, pas pour l'argent qui était presque entièrement dépensé mais pour la preuve qu'elle avait essayé, qu'elle m'avait aimé de la seule façon que la maison de Gérald permettait. La première chose que j'ai achetée avec mon propre salaire était une paire de baskets du rayon solde chez Walmart, $12, blanches avec une bande bleue. Je les ai lacées sur le parking et je me suis tenu sur l'asphalte et j'ai senti pour la première fois depuis des mois que je me tenais sur un sol qui était vraiment à moi. Avez-vous déjà eu un moment comme ça où quelque chose de petit, de bon marché, vous a fait sentir que vous aviez enfin le droit d'exister? Je m'allongeais sur ce lit superposé au refuge et je me demandais, pourquoi vouloir une éducation était-il considéré comme de la désobéissance? Pourquoi l'ambition était-elle une trahison? Si vous avez grandi dans une maison où vos rêves étaient traités comme du manque de respect, vous savez exactement ce que je veux dire. Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. J'ai obtenu mon GED 4 mois plus tard, avec un score au 92e centile en mathématiques. Ma grand-mère aurait été fière. À 18 ans, je me suis inscrite au Saint-Clair Community College, la même école où j'avais postulé en secret quand Gérald m'a découverte. L'ironie pesait dans ma poitrine comme une pierre. L'aide financière couvrait la plupart des frais de scolarité. Mon salaire de la station-service couvrait le reste, tout juste. Je suis sorti du refuge pour emménager dans un appartement partagé avec 2 autres étudiants, un appartement d'une chambre que nous divisions en 3, dormant par roulement parce que l'un de nous avait toujours un cours du soir. Administration des affaires, je l'ai choisi parce que ma grand-mère m'avait dit que j'étais doué avec les chiffres, et parce que je comprenais, d'une façon que je ne pouvais pas encore exprimer, que l'argent était l'architecture sous tout ce que Gérald avait construit. Et tout ce qu'il avait utilisé contre moi. Si je voulais arrêter d'être contrôlé, je devais comprendre la machinerie du contrôle. 300 miles d'autoroute et un indicatif différent me séparaient de Ridgewood Drive. Mais Dayton a une façon de vous ramener par la rumeur. Un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans m'a envoyé un message Facebook, « Ton père a pris un prêt sur la maison. » Quelque chose à propos de l'atelier de Garrett. Je l'ai vérifié. Archives publiques, bureau du greffier du comté de Montgomery.
Gérald avait pris une ligne de crédit sur la valeur nette de la maison, 85 000 $, garantie par 4892 Ridgewood Drive. Les fonds ont été débloqués le même mois qu'une nouvelle entité commerciale s'est enregistrée auprès de l'État, Thornton & Son Auto Repair LLC. Et fils, pas et fille, pas et famille. Un après-midi, mon trajet en bus vers le campus passait par la zone commerciale sur Linan Avenue. Et là, il y avait une enseigne fraîchement peinte avec un fond bleu et des lettres jaunes en bloc, Thornton & Son Auto, montée sur un bâtiment que Gérald avait loué avec de l'argent emprunté contre la seule chose de valeur qu'il possédait. 85 000 $ pour le rêve de son fils. 340 $, c'est ce que ma mère avait pu rassembler pour le mien. L'année de mes 20 ans, j'ai failli abandonner. Je travaillais 2 emplois, la station-service et un poste de ménage le week-end dans un Comfort Inn près de la PIN 75 tout en suivant 15 crédits à Saint-Clair. Mon réveil sonnait à 5h30 tous les matins, et certaines nuits je ne m'endormais qu'à 1h. Je mangeais des ramen et des sandwichs au beurre de cacahuètes et les restes du petit déjeuner continental gratuit que l'hôtel laissait au personnel dans des contenants en polystyrène. J'ai failli échouer en comptabilité 201. Pas parce que je ne comprenais pas les débits et les crédits, mais parce que je me suis endormi pendant l'examen de mi-parcours, vraiment endormi, stylo en main, visage sur le bureau, et je me suis réveillé avec 20 minutes restantes et un examen à moitié vide. Et puis est arrivé le message d'un cousin, une capture d'écran de quelque chose que Gérald avait posté sur Facebook. Je ne l'avais pas en ami, mais le réseau familial est poreux dans les petites villes de l'Ohio. Le post de Gérald disait, triste à dire, ma fille a choisi la rue plutôt que la famille. J'ai fait de mon mieux. Certaines personnes ne veulent pas être aidées. Priez pour elles. En dessous, 11 commentaires, des parents exprimant leur sympathie pour Gérald. Une tante a écrit, tu as fait tout ce que tu pouvais, Gère. Elle apprendra à la dure. Personne ne m'a demandé. Personne n'a vérifié. Cette nuit-là, après mon poste de ménage, je me suis assise dans le bus à 23h, le front contre la vitre froide, et j'ai pleuré pour la première fois depuis l'incendie. Pas fort, pas de façon dramatique, juste des larmes coulant dans le col d'un polo d'uniforme qui sentait l'eau de Javel et la chambre d'hôtel de quelqu'un d'autre. Pendant environ 10 minutes, je me suis demandé si Gérald avait raison, si je perdais mon temps, si le monde n'était qu'une série de pièces contrôlées par des hommes comme lui, et que je n'en trouverais jamais une qui soit à moi. Puis je me suis souvenu des mains de ma grand-mère, de la couverture, des points de couture, 3 hivers de patience. Tu es doué avec les chiffres, Bethany. Tu dois aller à l'école. J'ai essuyé mon visage avec ma manche. Je suis descendu à mon arrêt. Je suis rentré à pied. Et le lendemain matin, j'ai repassé l'examen et j'ai réussi. J'ai terminé mon associatesse degré le semestre de mes 21 ans. Pas avec mention, pas avec fanfare, juste un diplôme dans une chemise cartonnée et la connaissance tranquille que personne ne m'avait offert un seul crédit. Le diplôme m'a mené à un emploi dans une compagnie de titres appelée Howell & Dean sur East Fifth Street. Niveau d'entrée, 15 $ de l'heure. Mon travail consistait à organiser les documents de clôture, vérifier les archives de propriété et traiter les recherches de titres, la paperasse peu glamour derrière chaque transaction immobilière dans la grande région de Dayton. Des piles de actes de propriété, de mainlevés de privilèges, d'assignations de prêts hypothécaires et de dossiers de saisie passaient entre mes mains tous les jours. J'ai appris à les lire comme un mécanicien lit les codes moteurs, rapidement, précisément, en cherchant ce qui ne collait pas. Le bureau était petit. 4 bureaux, une photocopieuse qui se coinçait 2 fois par semaine, des lumières fluorescentes qui bourdonnaient à une fréquence que moi seul semblais entendre. Mais c'était à moi mon bureau, mon nom sur la boîte aux lettres, mes chèques de paie déposés sur un compte que personne d'autre ne pouvait toucher. Linda Marsh était une courtière qui travaillait dans la suite voisine. Elle avait 45 ans, des cheveux argentés relevés en chignon bas, et elle portait des lunettes de lecture sur une chaîne qu'elle faisait tournoyer comme un lasso quand elle réfléchissait. Elle a commencé à me remarquer parce que j'étais toujours la dernière dans le bâtiment. Un soir, elle s'est penchée dans l'embrasure de la porte et a dit, « Tu es encore là. » J'aime lire les dossiers, ai-je dit, ce qui était vrai. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Tu es plus intelligente que la moitié des agents que j'ai embauchés. Pourquoi n'es-tu pas agréé? J'y travaille, ai-je dit, ce qui n'était pas encore vrai, mais l'est devenu à l'instant où elle l'a dit. Linda a commencé à me mentorer autour d'un café, autour d'un déjeuner, autour de piles d'analyses comparatives. Elle m'a appris à lire un quartier, à calculer l'équité,
à repérer une propriété en difficulté avant qu'elle n'arrive aux marches du tribunal. Dans l'immobilier, m'a-t-elle dit un jour, le papier, c'est le pouvoir. Celui qui détient l'acte détient la vérité. Je l'ai écrit sur un post-it et je l'ai mis sur mon bureau. Il y est resté 2 ans. J'ai réussi l'examen de licence immobilière de l'Ohio du premier coup 3 semaines après mon 22e anniversaire. Linda m'a embauché comme agente junior dans son agence le même après-midi. Je gagnais maintenant des commissions. Pas beaucoup au début, mais assez pour que je déménage dans un studio où je n'avais pas à dormir par roulement, et assez pour que je commence à mettre de l'argent sur un compte d'épargne que je vérifiais tous les dimanches matins avec quelque chose qui ressemblait à de l'incrédulité. Pendant ce temps, 600 miles de travail acharné me séparaient de 4892 Ridgewood Drive. Mais les archives publiques se moquent de la distance. Grâce à mon travail dans la compagnie de titres, j'avais accès aux mêmes bases de données du comté que j'utilisais tous les jours chez Howell & Dean. Je ne cherchais pas Gérald. Je n'en avais pas besoin. Quand on travaille dans l'immobilier dans le comté de Montgomery, les informations sur chaque propriété, chaque privilège, chaque défaut, chaque transfert passe sur votre bureau comme de l'eau. On n'a pas à aller chercher. Ça vous trouve. Et ce que ça m'a dit, c'est ceci, Thornton & Son Auto perdait de l'argent. Garrett avait embauché trop de monde, dépensé trop pour une rénovation dont personne ne voulait, et puisé dans le compte de l'entreprise pour des dépenses personnelles une location d'une Dodge chargée, des week-ends à Puin Bay avec sa petite amie. L'atelier était ouvert depuis moins de 2 ans et fonctionnait déjà à perte. Gérald, plutôt que de confronter son enfant doré, a doublé la mise. Il a pris un refinancement avec retrait de trésorerie sur la maison, regroupant l'hypothèque originale et la ligne de crédit en un seul nouveau prêt qui poussait sa dette totale sur 4892 Ridgewood au-delà de la valeur de la maison. Sur le papier, il était sous l'eau. Dans son esprit, il sauvait l'héritage familial. Un soir, en rentrant d'une visite, je suis passé par la zone commerciale de Linan Avenue. L'enseigne de Thornton & Son Auto brillait encore, mais 2 de ses ampoules LED étaient grillées. Le T et le O étaient éteints. L'enseigne disait maintenant « HR non Son AUO ». C'était le genre de détail qu'un romancier inventerait, mais c'était réel, je l'ai vu, et j'ai continué à conduire. L'appel est arrivé un dimanche matin, 6 mois avant que tout ne change. Je ne reconnaissais pas le numéro. J'ai failli ne pas répondre. Je relisais des comparables pour un rendez-vous de listing. Mais quelque chose m'a fait glisser. Bête. Je n'avais pas entendu la voix de ma mère depuis 4 ans. Elle était plus mince que dans mon souvenir, tendue comme un fil portant trop de courant. Maman? J'appelle du téléphone de Ruth. Madame Delano. Bien sûr. Patricia n'avait pas de téléphone que Gérald ne pouvait pas vérifier. Ruth m'a donné ton numéro il y a longtemps. Je ne savais pas si tu répondrais. J'ai répondu. Silence. Puis, ton père est sous beaucoup de stress, bête. L'atelier ne va pas bien. Il boit plus. Garrett ne vient plus beaucoup. Elle ne me demandait pas d'argent. Elle ne me demandait pas de revenir. Elle parlait, simplement. Comme une personne qui a retenu son souffle dans une pièce scellée et où quelqu'un ouvre enfin une fenêtre. Tu vas bien, maman? Une pause. Je suis la même. Ce qui voulait dire, non. Maman, tu peux partir. Tu sais, il y a des ressources. Je peux t'aider à trouver. Je vais bien, bête. Je voulais juste entendre ta voix. Nous avons parlé 8 minutes de plus. Elle m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je travaillais dans l'immobilier. Elle a dit, ta grand-mère serait si fière. Et sa voix s'est brisée. Et elle s'est reprise. Et nous avons toutes les deux fait semblant que ça n'était pas arrivé. Après avoir raccroché, je me suis assise par terre dans mon appartement pendant 10 minutes à fixer le mur. J'ai pensé à appeler Gérald. Je ne l'ai pas fait. J'ai pensé à appeler Garrett. Je ne l'ai pas fait. J'ai pensé à conduire jusqu'à Dayton et frapper à la porte de 4892 Ridgewood et dire, quoi? Qu'est-ce que je dirais à un homme qui a brûlé mes affaires et a bien dormi cette nuit-là? Rien. Il n'y avait rien à dire. 3 mois plus tard, j'étais assise à mon bureau en faisant défiler la liste hebdomadaire des saisies publiées par le bureau du greffier du comté de Montgomery, une tâche que je faisais de routine dans le cadre de mon travail.
À la recherche d'opportunités d'investissement pour les clients de Linda et une adresse familière à arrêter ma main sur la souris, 4892 Ridgewood Drive. Avis de défaut, Bank of Dayton, NA. Date d'enchère prévue, 60 jours. J'ai lu l'adresse 3 fois, puis une 4e. Puis je me suis reculé de mon bureau et j'ai fixé le plafond pendant une minute entière, respirant par la bouche comme une nageuse qui refait surface après être restée trop longtemps sous l'eau. 4892 Ridgewood Drive. Ranch 3 chambres. Numéro de maison en laiton. Fauteuil La-Z-Boy dans le salon. Baril de brûlage dans l'arrière-cour. L'avis de défaut signifiait que Gérald avait manqué des paiements pendant au moins 90 jours consécutifs. La banque avait déposé auprès du comté. Un avis de vente suivrait, et ensuite la maison irait aux enchères sur les marches du tribunal, ouverte à tout enchérisseur avec un chèque de banque et un pouls. Gérald Thornton, l'homme qui avait construit toute son identité autour de cette maison, qui polissait les numéros en laiton chaque printemps, qui avait refait le toit de ses propres mains, qui m'avait dit au moins 100 fois que sa maison signifiait ses règles, avait emprunté dessus jusqu'à ce que la banque décide qu'elle n'était plus à lui. J'ai sorti le dossier complet. La ligne de crédit de 3 ans plus tôt, 85 000 $. Le refinancement avec retrait de trésorerie de 2 ans plus tôt, 60 000 $ supplémentaires. Dette totale garantie sur une maison valant peut-être 185 000 $ par un bon jour. Gérald n'avait pas fait de paiement hypothécaire depuis 6 mois. La banque avait suivi chaque étape requise, avis de défaut, droit de régularisation, avis de vente. Et Gérald n'avait rien fait. Pas de paiement, pas de négociation, pas de vente à découvert. Soit il n'avait pas compris les documents, soit il était trop fier pour demander de l'aide, ou les deux. J'ai fermé l'onglet du navigateur. Je l'ai rouvert. Je l'ai refermé. Je suis allé dans la salle de pause et je me suis servi une tasse de café et je me suis tenu près de la fenêtre. Je me suis rappelé l'incendie, la couverture, le liquide inflammable, le tuyau d'arrosage qu'il tenait pour protéger sa pelouse, ma maison, mes règles. Plus maintenant, ai-je dit à voix haute à personne. Puis je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert le calendrier des enchères. J'en ai parlé à Linda avant d'en parler à quiconque. Nous étions assises dans son bureau, une pièce d'angle avec une fenêtre donnant sur le parking d'un centre commercial, ce qui semble déprimant, mais Linda l'avait rempli de fougères en pot et de photos encadrées de ses clôtures de vente, et cela ressemblait plus à une serre qu'à un lieu de travail. J'ai besoin de ton conseil, ai-je dit. Pas en tant que mon courtier, mais en tant que quelqu'un en qui j'ai confiance. Elle a posé ses lunettes de lecture. Vas-y. Il y a une propriété qui va aux enchères dans le comté de Montgomery. Ranch 3 chambres, 1/4 d'acre. Besoin d'un nouveau toit et de quelques travaux de plomberie, mais la structure est solide. Les comparables du marché dans ce quartier sont autour de 185. L'estimation aux enchères est probablement de 120 à 140. Linda a incliné la tête. C'est une marge correcte. Quel est le piège? C'est la maison de mon père. Elle m'a regardé longtemps. La fougère se balançait dans l'air venant de la ventilation au-dessus de nous. Puis elle a posé la question dont j'avais besoin qu'elle pose. Est-ce une décision professionnelle ou personnelle? Les deux, ai-je dit. Alors laisse-moi te poser cette question. Si c'était n'importe quelle maison appartenant à n'importe quel inconnu à ce prix dans ce code postal, l'achèterais-tu? J'avais déjà fait les calculs. Achat aux enchères environ 130. Frais de clôture et frais de titre peut-être 4000. Réparations estimées, toit, chauffe-eau, un peu de plomberie mise à jour, 15 à 20 000. Coût total autour de 155. Valeur marchande après réparation, 185 à 190. Plus de 30 000 en équité intégrée dès le premier jour. Oui, ai-je dit. Je l'achèterai. Alors tu as déjà ta réponse. Elle a fait une pause. Mais Bethany, assure-toi d'acheter une maison, pas une bagarre. J'achète une maison, ai-je dit. Si c'est aussi la maison où mon père a brûlé tout ce que je possédais, c'est son problème, pas le mien. Linda m'a regardé par-dessus ses lunettes. Puis elle a hoché la tête une fois lentement, comme elle le faisait quand une affaire avait du sens pour elle. Je t'aiderai pour la préapprobation, a-t-elle dit. Je n'ai pas cherché cela, mais je n'allais pas non plus détourner le regard. J'ai passé les 3 semaines suivantes à me préparer comme Linda me l'avait enseigné,
de la même manière que je me préparerais pour n'importe quelle propriété d'investissement avec les mêmes tableurs et la même diligence raisonnable. Parce que si cela devait fonctionner, cela devait être propre. J'ai fait moi-même la recherche de titres. L'acte était au nom de Gérald seul. Patricia n'était pas sur le titre, une décision que Gérald avait prise quand ils avaient acheté la maison il y a 24 ans, prétendant que cela simplifiait les choses. Ce que cela simplifiait en réalité, c'était le contrôle. Si la maison n'était qu'à son nom, Patricia n'avait aucun droit de regard sur ce qui lui arrivait. Elle ne pouvait ni la vendre, ni la refinancer, ni l'empêcher d'emprunter dessus. Elle était une invitée dans sa propre maison et l'avait toujours été. J'ai vérifié les privilèges, l'hypothèque originale, la ligne de crédit hypothécaire, le refinancement avec retrait de fonds, tous garantis par la propriété, tous en défaut. J'ai confirmé la date des enchères, le lieu, le tribunal des plaids communs du comté de Montgomery et l'exigence de dépôt, un chèque de caissier pour 10% de l'offre d'ouverture, due au moment de la vente. J'ai obtenu une préapprobation pour un prêt immobilier d'investissement auprès d'une caisse populaire locale avec laquelle Linda travaillait depuis des années, combiné à mes économies, 4 ans de chèques de commission, des shifts à la station-service, des salaires de femmes de ménage d'hôtel. Chaque dollar que j'avais gagné depuis le jour où j'étais sorti par la fenêtre de cette chambre. J'avais assez pour le dépôt et plus encore. La nuit précédant les enchères, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise par terre dans mon appartement avec une tasse de thé et la seule photo que je possédais encore de mon ancienne vie, un Polaroid de ma grand-mère me tenant à 5 ans, prise lors d'un pique-nique d'église. Je riais. Elle me regardait comme si j'étais la seule bonne chose dans le cadre. J'ai rangé la photo dans mon portefeuille et j'ai réglé mon réveil à 6 heures. Demain, je me tiendrai sur les marches du palais de justice du comté de Montgomery et je miserai sur la maison où mon père m'avait dit que je n'étais rien. Le chèque de caissier dans mon sac était de 14 000 $, 10% de l'offre d'ouverture. Il représentait 6 ans de travail, 6 ans de silence et 6 ans pour devenir quelqu'un que Gérald Thornton n'avait jamais imaginé que je pourrais être. Le palais de justice du comté de Montgomery sentait la cire à plancher et le vieux papier. Les enchères se tenaient dans une salle au 2e étage. Linoléum, chaises pliantes, un podium à l'avant, et environ 20 personnes assises en groupe, la plupart des investisseurs ou des avocats. J'étais la seule femme de moins de 30 ans. L'enchérisseur a traité les propriétés dans l'ordre. Un duplex sur Wayne Avenue, un terrain vacant près de Riverside, un immeuble d'appartements sur Salem avec un litige sur une taxe. Chacun est tiré en jargon légal puis résolu en 60 secondes de panneaux levés et d'enchères monotones. Puis l'O 7, 4892 Ridgewood Drive, résidentiel unifamilial, 3 chambres, une salle de bain et demi, lot d'un quart d'acre, vente par saisie, offre d'ouverture fixée par le titulaire du privilège à 119 000. Ma poitrine s'est serrée. J'ai tenu mon panneau à plat contre ma cuisse. 2 autres enchérisseurs ont levé immédiatement. Un homme en polo de golf qui avait l'air d'acheter des maisons comme certains achètent des billets à gratter, et une femme avec un clipboard qui représentait un groupe d'investissement régional. 119, 122,5. L'homme en polo a abandonné à 128. La femme au clipboard a poussé jusqu'à 130. J'ai levé mon panneau. 131. La femme au clipboard m'a regardé, puis son tableur, puis a secoué la tête. L'enchérisseur a attendu. Silence dans la salle comme une respiration retenue. Adjugé. 131 000 $. Enchérisseur numéro 7. Je suis allé à la table du greffier et j'ai signé. Le stylo était bon marché, habit bleu, modèle du palais de justice, du genre qui coûte 12 cents en gros. Mais quand j'ai écrit Bethany Thornton sur l'accord d'achat, ma main était ferme. Le greffier a jeté un œil au nom, puis au nom sur le dossier de saisie, Thornton et Thornton. Elle m'a regardé. Je l'ai regardé en retour. Elle a tamponné le document sans commentaire. Gérald avait laissé passer chaque opportunité de sauver la maison. Chaque période de cure, chaque fenêtre de négociation, chaque chance de vendre avant que la banque ne prenne le contrôle. Il était trop fier pour demander de l'aide, trop têtu pour admettre que l'atelier avait échoué, trop convaincu que 4892 Ridgewood Drive serait toujours à lui parce qu'il en avait décidé ainsi. Mais les décisions ne l'emportent pas sur les défauts, et les défauts se moquent de la fierté. L'acte a été enregistré 17 jours plus tard au bureau d'enregistrement du comté de Montgomery. J'ai pris la copie certifiée un mardi après-midi,
et je me suis assise dans ma voiture sur le parking du palais de justice et je l'ai tenue à deux mains. Acte de transfert. Bénéficiaire, Bethany Monsieur Thornton. Mon nom, ma maison. Le samedi suivant, j'ai conduit jusqu'à Ridgewood Drive. Je n'avais pas mis les pieds dans cette rue depuis 6 ans. Le quartier avait l'air pareil, pelouse tondue, boîte aux lettres avec drapeau américain, camionnette dans les allées mais plus petit d'une certaine façon. Comme les endroits de l'enfance rétrécissent toujours quand on y revient adulte, avec d'autres mesures. Je me suis garé de l'autre côté de la rue face au 4892. Les numéros de maison en laiton étaient ternis. Gérald ne les avait pas polis. Le béton de la terrasse qu'il avait coulé lui-même avait une longue fissure. La pelouse était tondue, cependant. Bien sûr qu'elle l'était. Gérald laisserait le toit pourrir avant de laisser l'herbe dépasser 2 pouces. Il était dehors, en fait, poussant une tondeuse en ligne droite, portant la même chemise de flanelle qu'il portait le jour où il avait brûlé mes affaires. Il ne m'a pas vu. Je suis sorti de la voiture. Je me suis tenu sur le trottoir devant la maison, sa maison, ma maison, et j'ai demandé à une femme qui promenait son chien de prendre ma photo. Elle a souri et a accepté. Sur la photo, je suis debout devant les numéros en laiton 4892 visibles par-dessus mon épaule gauche. Mon expression est calme, ni souriante, ni en colère, juste présente. J'ai imprimé la photo chez CVS. Au dos, j'ai écrit en lettres majuscules nettes, nouvelle propriétaire, date d'enregistrement de l'acte, bureau d'enregistrement du comté de Montgomery, B. Thornton. Je l'ai glissé dans une enveloppe blanche, sans nom à l'extérieur, exactement comme celle que ma mère m'avait donnée. J'ai conduit jusqu'à Ridgewood Drive une dernière fois, j'ai ouvert la boîte aux lettres au bord du trottoir, j'ai placé l'enveloppe dedans, j'ai levé le drapeau rouge et je suis parti. J'ai attendu un jour. Je voulais qu'il trouve l'enveloppe en premier, qu'il tienne la photo, qu'il lise le dos, qu'il sente le sol se dérober avant d'entendre ma voix. Dimanche après-midi, 16h17. J'étais assise dans mon appartement à la table de la cuisine, main jointe, téléphone devant moi. Je l'ai pris et j'ai composé le numéro que je n'avais jamais supprimé. Ça a sonné une fois. C'est tout ce qu'il a fallu. Bethany. Sa voix était différente. Plus vieille, plus râpeuse sur les bords, comme du papier de verre trop utilisé. Mais il y avait autre chose dedans. Quelque chose que je n'attendais pas. Il avait l'air d'un homme qui avait attendu près du téléphone mais qui ne l'admettrait jamais. Un homme qui avait gardé le numéro de sa fille enregistré pendant 6 ans sans appeler parce qu'appeler signifierait que le silence était de sa faute. Et admettre la faute était la seule chose que Gérald Thornton ne pouvait pas faire. Vérifie ta boîte aux lettres, ai-je dit. Puis j'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table et je l'ai fixé longtemps. Mon cœur battait d'une façon qui m'a surprise. Pas de colère, pas de triomphe, mais d'une sensation étrange, vertigineuse, de compléter un circuit qui était ouvert depuis 6 ans. Il avait décroché à la première sonnerie. Il aurait pu laisser aller sur la messagerie. Il aurait pu attendre 3 sonneries, 4, 5 assez longtemps pour prétendre qu'il n'était pas impatient. Assez longtemps pour rassembler le Gérald qui n'avait besoin de personne. Mais il ne l'avait pas fait. Il avait décroché comme un homme tendant la main vers quelque chose qu'il craignait de voir disparaître. Je ne savais pas ce qu'il ferait ensuite. Je ne savais pas s'il hurlerait ou pleurerait ou viendrait à mon bureau ou s'assiérait sur le porche en silence. Mais je savais une chose avec certitude absolue, pour la première fois de sa vie, Gérald Thornton allait ouvrir un courrier et découvrir que sa fille possédait le toit au-dessus de sa tête. Je n'étais pas là quand il l'a ouvert. Ce que je sais, je l'ai appris plus tard de Madame Delano, qui était assise sur son porche avec un verre de thé glacé et une vue directe sur la boîte aux lettres de Gérald, parce que Ruth Delano avait 74 ans et avait gagné le droit d'observer son quartier sans s'excuser. Elle m'a dit que Gérald est allé au trottoir environ 20 minutes après mon appel. Il tenait encore son téléphone à clapet. Il a ouvert la boîte aux lettres, a sorti l'enveloppe blanche et l'a retournée dans ses mains. Pas de nom, pas d'adresse de retour. Il l'a déchirée debout dans l'allée. Il a regardé la photo. Ruth a dit qu'il s'est figé, le genre de immobilité qui n'arrive que quand le corps traite quelque chose que l'esprit n'a pas encore rattrapé. Il a fixé le recto, puis il l'a retourné et a lu le verso. Ruth a dit que sa main est tombée le long de son corps. L'enveloppe a volté sur le pavé. Il s'est assis sur les marches du porche avant,
le même porche où il s'asseyait avec une Budweiser et surveillait son domaine. Et il n'a pas bougé pendant 40 minutes. Il n'a pas appelé Patricia. Il n'a pas crié. Il n'est pas rentré. Il est juste resté là à tenir la photo d'une main et son téléphone de l'autre, fixant la pelouse qu'il avait tondue ce matin-là, la pelouse qui appartenait maintenant à sa fille de 23 ans. Ruth m'a dit qu'il m'a rappelé 3 fois. Je n'ai pas répondu. Il est resté assis là comme un homme à qui on venait de dire que sa propre maison ne connaissait plus son nom. Ruth m'a dit plus tard au téléphone de sa voix calme et stable. Je n'ai rien dit. Ça va, ma chérie? A-t-elle demandé. J'y ai pensé. Vraiment pensé. Oui, ai-je dit. Je crois que oui. Pendant 6 ans, Gérald avait contrôlé qui pouvait parler et qui devait rester silencieux. Maintenant le silence était le sien, et c'était moi qui avais choisi de ne pas le combler. 2 jours plus tard, Gérald est entré dans les bureaux de Martian Associates Realty à 10h15 un mardi matin. J'étais à mon bureau, 2e tasse de café, en train de revoir un accord de listing pour une propriété sur Huffman Avenue. Linda était dans son bureau porte ouverte. 2 autres agents, Marc et Denise, étaient à leur bureau. Un couple client était assis dans la zone d'attente à feuilleter un classeur de recherche de maison. La porte s'est ouverte et Gérald est entré comme s'il entrait dans une salle d'audience. Chemise de flanelle, jean de travail avec une tache de graisse au genou gauche, casquette avec Thornton & Son Auto, le logo d'une entreprise fermée 3 mois plus tôt. Il avait l'air plus vieux, plus mince au visage, plus lourd sous les yeux, mais sa posture était la même rigide, autoritaire, la posture d'un homme qui s'attendait à ce que les pièces se réorganisent autour de lui. Il a balayé le bureau du regard et m'a trouvé. Bethany. J'ai levé les yeux de mon bureau. Ma plaque était face à lui, Bethany Thornton, agent licencié. Gérald, ai-je dit. Pas papa. Plus maintenant. Il a traversé la pièce en 4 enjambées. Tu trouves ça drôle? Tu penses que tu peux prendre ma maison? J'ai posé mon stylo. Ça a cessé d'être ta maison quand tu as arrêté de payer l'hypothèque il y a 6 mois. La banque a déposé une saisie. Les enchères étaient publiques. N'importe qui avec un financement pouvait enchérir. J'avais un financement. J'ai enchéri. J'ai gagné. Tout est enregistré au bureau d'enregistrement du comté. C'est ma maison. Sa voix a monté. Marc et Denise ont arrêté de taper. Le couple client dans la zone d'attente a levé les yeux. J'ai construit cette terrasse. J'ai refait le toit. Et puis tu as emprunté dessus jusqu'à ce qu'il ne reste rien, ai-je dit. J'ai gardé ma voix stable. Tu as pris une ligne de crédit hypothécaire de 85 000 $ pour l'atelier de Garrett. Puis un refinancement avec retrait de 62+. L'atelier a échoué. Les paiements ont arrêté. La banque a suivi la procédure. Ce n'est pas quelque chose que je t'ai fait, Gérald. C'est quelque chose qui est arrivé à cause des choix que tu as faits. Il est resté là à respirer fort, poing serré. La pièce était silencieuse comme les pièces deviennent silencieuses quand tout le monde fait semblant de ne pas regarder. Linda est sortie de son bureau. Elle était calme, comme une femme qui a négocié 1200 transactions et calme inébranlable, mesurée, avec le genre d'autorité qui n'a pas besoin de volume. Monsieur, je vais vous demander de baisser la voix. C'est un lieu de travail. Gérald s'est tourné vers elle. Vous ne connaissez pas cette fille. Elle a appelé les services de protection de l'enfance contre son propre père quand elle avait 14 ans. C'est qui vous avez embauché? Linda n'a pas scié. Elle m'a regardé. Je l'ai regardé en retour. J'ai signalé mon conseiller scolaire, ai-je dit, parce que tu criais à mon visage à table. Les services sont venus parce qu'ils devaient venir. Tu n'as été accusé de rien. Mais tu as veillé à ce que toute la famille le sache, et tu t'en es servi pour m'isoler pendant 3 ans, alors soyons précis sur ce qui s'est passé, Gérald. Le couple client fixait ouvertement maintenant. Denise avait la main figée au-dessus de son clavier. Marc avait sorti discrètement son téléphone pas pour enregistrer, juste le tenant par réflexe. Le visage de Gérald a rougi. Il a ouvert la bouche, puis fermé, puis rouvert. Je t'ai élevé, a-t-il dit. Sa voix était plus calme maintenant, mais le tranchant était toujours là. Je t'ai nourri.
Je t'ai donné un toit. Et c'est ce que j'obtiens? Tu as brûlé tout ce que je possédais dans le jardin, ai-je dit. Mes vêtements, mes livres, la couverture de ma grand-mère. Tu es resté là avec un tuyau d'arrosage pour protéger ta pelouse et tu as laissé 6 ans de ma vie se transformer en cendres. Et puis tu as dit à toute la famille que j'étais ingrate. J'ai fait une pause. Chaque personne dans ce bureau écoutait. Tu n'as pas le droit de détruire les affaires de quelqu'un et ensuite de te plaindre quand tu perds les tiennes à cause de tes propres choix. Gérald m'a fixé. Je voyais la machinerie derrière ses yeux tourner, essayer de trouver l'angle, le levier, le mot qui ramènerait cela à une réalité qu'il contrôlait. Mais il n'y avait pas d'angle. Pas de levier. L'acte était enregistré. Les enchères étaient légales. Les chiffres étaient publics. Tu as 30 jours, ai-je dit. Délai d'expulsion standard selon la loi de l'Ohio. Je ne le raccourcirai pas. Je ne l'allongerai pas. 30 jours. Il est resté au milieu du bureau, entouré de gens qui savaient maintenant exactement qui il était. Et pour la première fois de sa vie, il n'avait rien à dire. Il est sorti sans fermer la porte. Tu sais, debout là dans ce bureau à le regarder partir, j'ai réalisé quelque chose que je n'attendais pas. Il ne comprenait toujours pas. Il pensait toujours que la maison concernait le pouvoir. Son pouvoir. Il n'a jamais envisagé que je ne l'avais pas acheté pour lui prendre quelque chose. Je l'ai acheté parce que je pouvais. Parce qu'il y a 6 ans, je ne pouvais pas acheter un billet de bus. Et maintenant je pouvais acheter une maison. La maison se trouvait être la sienne. Mais voici ce que je continue à ressasser dans mon esprit, y a-t-il une différence entre justice et vengeance quand la personne ne voit jamais la ligne? Qu'en penses-tu? Est-ce que ça importe comment tu l'appelles, ou est-ce que ça n'importe que parce que ça te coûte? Dis-le-moi dans les commentaires. Je veux vraiment savoir. Garrett m'a appelé 4 jours plus tard. C'était la première fois que j'entendais sa voix depuis mes 17 ans. Bête? Il avait l'air d'un homme debout dans une pièce où tout brûlait, et qui venait de réaliser que la sortie était verrouillée. Je sais qu'on n'a pas. Je veux dire, ça fait. Écoute, papa a besoin d'un endroit où aller. Il a 30 jours, hein? Il me l'a dit. Oui. Ok. Alors, voilà le truc. Une pause si longue que je l'ai entendu déglutir. Je n'ai vraiment pas de place. Kelly et moi sommes dans une chambre à Columbus. C'est serré. Je ne peux pas le prendre. Garrett, ai-je dit, il a hypothéqué la maison pour ton atelier. 85 000 $. Il a refinancé pour 60 de plus pour le maintenir à flot quand ça a commencé à échouer. Tu le sais, hein? Silence. Il a misé tout sur toi, ai-je dit. Tout. La maison, son crédit, sa retraite. Il a tout mis dans Thornton and son auto. Et quand l'atelier a coulé, tu es parti à Columbus. Ce n'est pas. Je ne lui ai pas demandé. L'as-tu remboursé? Plus de silence. La réponse était dans le silence. Bête, je ne suis pas. Je ne suis pas le méchant ici. Je n'ai pas dit que tu l'étais, mais je ne suis pas non plus la solution. Tu as eu 22 ans de son soutien. J'ai eu 17 ans de son contrôle. Il t'a donné une entreprise. Il m'a donné un baril à brûler. Et maintenant tu m'appelles, moi qui l'a jeté dehors, pour réparer ce que celui qui l'a choisi ne pouvait pas tenir ensemble. Sa respiration était saccadée. Je ne vends pas la maison, ai-je dit. Et je ne le laisserai pas y vivre sans loyer. Ce n'est pas ma responsabilité. Si tu veux aider ton père, aide-le. Mais tu n'as pas le droit de me refiler ce boulot. J'ai raccroché et je suis resté là à penser au panneau, Thornton and son auto, et comment tout l'argent et la foi de la famille étaient allés dans 2 mots sur une enseigne. Et quand l'enseigne s'est éteinte, le fils a continué à rouler. Il a misé tout sur son fils. Son fils l'a laissé sur lui. Gérald a déménagé le jour 27. Pas d'appel, pas d'adresse de réexpédition. Madame Delano m'a dit qu'elle l'avait vu charger une camionnette une empruntée, pas celle de Garrett avec des cartons, un sac de sport et le fauteuil La-Z-Boy. Il a conduit jusqu'à la maison d'un cousin de l'autre côté de Dayton. Le trône est venu avec lui. Le royaume non. J'ai attendu une semaine.
Puis j'ai conduit jusqu'au 4892 Ridgewood avec un serrurier, un entrepreneur et une poitrine pleine de sentiments que je n'avais pas encore triés. La maison était plus sombre que dans mon souvenir. Gérald l'avait laissée en mauvais état, moquette tachée, robinet de cuisine qui goûtait, salon qui sentait la Budweiser et le vieux journal. Mais les os étaient solides. Les murs droits. La fondation n'avait pas craqué, même si l'homme qui vivait dessus l'avait fait. J'ai traversé chaque pièce en prenant des notes pour l'entrepreneur, nouveau toit, chauffe-eau, mise à jour de la plomberie dans la salle de bain du couloir, repeindre. C'était un projet, pas un miracle. Le genre de maison où j'avais appris à voir le potentiel parce que Linda m'avait appris à regarder au-delà de la surface. Puis j'ai atteint la chambre du fond. Ma vieille chambre, celle que Gérald avait transformée en salle de gym pour Gareth. Le banc de musculation était parti. Le miroir était parti. Mais dans le coin, derrière une porte de placard coulissante, il y avait une étagère que Gérald n'avait apparemment pas dérangée parce qu'il supposait qu'elle était vide. Elle ne l'était pas. J'ai trouvé une boîte à chaussures Nike, écrasée et poussiéreuse. J'ai enlevé le couvercle. À l'intérieur, 3 pages arrachées d'un carnet de croquis, bords noircis et recourbés. Un dessin au fusain de mains de femme, les mains de ma grand-mère, dessinées de mémoire quand j'avais 16 ans. 2 autres croquis en dessous, à moitié détruits. Et au fond, plié en petits carrés, un morceau de tissu, patchwork en coton, roussi sur les bords, parfum de lavande fanée, à peine là un seul carré de la couverture. Gérald était allé dans les cendres. Après que le feu s'était éteint, que j'étais allé dans ma chambre, et que le quartier avait éteint ses lumières. Il avait plongé la main dans ce baril à brûler et en avait sorti ses choses. Il les avait gardées dans une boîte à chaussures sur une étagère dans un placard pendant 6 ans. Il ne me l'avait jamais dit. Il ne les avait jamais utilisées pour s'excuser. Il les avait juste gardées comme il gardait mon numéro de téléphone. Silencieusement, en privé, inutilement. J'ai tenu le carré de tissu et je me suis assise sur le sol nu de ma vieille chambre et j'ai ressenti quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Pas le pardon, pas la colère, quelque chose entre les deux. Comme trouver une empreinte de main dans du ciment de quelqu'un qui a cassé ta fenêtre. Ça ne changeait pas ce qu'il avait fait, mais ça changeait la forme de ce dont je me souvenais, d'un homme qui ne savait que détruire à un homme qui savait aussi regretter mais choisissait toujours la mauvaise façon de le porter. Patricia m'a appelé 3 jours après que j'ai changé les serrures. Sa voix était différente. Je l'ai remarqué immédiatement. Pas la tension fine comme un fil que j'avais entendu il y a 6 mois, mais quelque chose de plus proche d'une eau claire. Toujours prudente, toujours calme, mais présente d'une façon qu'elle n'avait pas été depuis des années. Il est chez Dal, a-t-elle dit. Dal était le cousin de Gérald. Une maison à l'ouest avec un canapé convertible et pas de question. Il a pris le fauteuil et 3 cartons. C'est tout. Et toi? Ai-je demandé. Je suis toujours à la maison. Une pause. Ta maison. Aucune de nous n'a rien dit pendant quelques secondes. Bête, veux-tu que je parte? Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine et j'ai fermé les yeux. Je l'ai vu dans le noir il y a 6 ans glisser une enveloppe dans ma main, $340, un certificat de naissance, une carte de sécurité sociale, toute la fortune d'une femme qui avait passé 24 ans sous un toit qu'elle ne possédait pas. Mariée à un homme qui traitait le silence comme un consentement et l'obéissance comme de l'amour. Veux-tu rester? Ai-je demandé. Elle a commencé à pleurer. Pas les pleurs étouffés, une main sur la bouche, qu'elle avait appris dans la maison de Gérald. De vrais pleurs. Le genre qui prend de la place. Le genre qu'une personne fait quand elle réalise qu'on lui a donné une porte. Oui, a-t-elle dit. S'il te plaît. Alors reste. 2 cents par mois. Assez pour couvrir les services publics et te donner de la dignité. 200, a-t-elle répété. Je répare le toit le mois prochain. Le plombier vient jeudi, et maman. J'ai fait une pause. Son nom n'est plus sur rien. Ni l'acte, ni la boîte aux lettres, ni les règles. Elle a pleuré à nouveau. Mais cette fois c'était le genre de pleurs qu'on fait quand un poids se soulève et que le corps ne sait pas encore comment être aussi léger. J'aurais dû faire plus, bête. Je le sais. Tu m'as donné l'enveloppe, maman. C'était assez pour commencer. Cette nuit-là, pour la première fois en 24 ans,
Patricia Thornton a dormi dans une maison où la porte d'entrée n'était pas verrouillée parce que la personne qui possédait le verrou était sa fille, et sa fille croyait aux portes qui s'ouvrent de l'intérieur. J'ai passé les 4 week-ends suivants au 4892 Ridgewood avec une boîte à outils, un entrepreneur nommé Eddie qui devait une faveur à Linda, et une obstination que j'avais apparemment héritée de la seule personne que je voulais le moins ressembler. Nous avons arraché les vieux bardeaux et posé les nouveaux, gris anthracite au lieu du brun fané de Gérald. J'ai choisi la couleur moi-même, debout dans l'allée peinture de l'OS pendant 20 minutes, passant mes doigts sur les cartes d'échantillons. J'ai repeint l'extérieur, blanc doux avec des garnitures bleu ardoise, une palette si différente du beige et brun de Gérald que la maison avait l'air d'une structure complètement différente depuis la rue, ce qui était le but. Les numéros de maison en laiton sont restés. Je les ai nettoyés, cependant. Ils méritaient mieux que la négligence. À l'intérieur, Patricia et moi avons arraché la moquette tachée ensemble et découvert des planchers en bois dur en dessous que Gérald avait recouverts quand ils avaient emménagé parce qu'il n'aimait pas le son des pas. Nous les avons poncés et scellés, et la maison s'est remplie de l'odeur de polyuréthane et de nouveaux départs, qui ne sont pas le même parfum mais arrivent dans la même saison. J'ai reconverti la chambre du fond, la salle de gym, le placard, la pièce qui avait été mienne en chambre. Nouvelle peinture, nouveaux rideaux, et au mur, dans un simple cadre en chêne derrière verre, j'ai accroché le carré de tissu de couverture que j'avais trouvé dans la boîte à chaussures, bord roussi et lavande fanée, préservé. Madame Delano est venue un dimanche avec un plateau de soucis et 2 sacs de terreau. Nous nous sommes agenouillés dans le jardin ensemble au même endroit où se tenait le baril à brûler, et nous avons planté des fleurs. Orange doré, le genre qui reviennent chaque année sans qu'on le leur demande. Il a brûlé des choses dans ce jardin, ai-je dit. Ruth a pressé la terre autour d'un plan et a souri. Et toi tu les as plantés? Gérald a appelé en octobre, 5 mois après les enchères, 1 mois après la floraison des soucis. J'étais assise sur le porche avant mon porche avant à boire du café et regarder le quartier s'installer dans le genre de calme en début de soirée qui fait ressembler les banlieues de l'Ohio à des tableaux. Les arbres sur Ridgewood Drive changeaient de couleur. Madame Delano a fait signe depuis son jardin. Patricia était à l'intérieur à regarder la télévision. Tout ce qu'elle voulait, aussi fort qu'elle voulait. Mon téléphone a vibré. Numéro de Gérald. Je l'ai regardé pendant 3 sonneries. Puis j'ai répondu. Bethany. Sa voix était gravier et distance. Gérald. Une pause si longue que j'entendais un chien aboyer 2 rues plus loin. Tu as toujours été têtu, a-t-il dit. J'ai toujours été déterminé, ai-je dit. Tu appelais ça têtu parce que ça ne te servait pas. Une autre pause. Je pouvais entendre sa respiration, la respiration lourde et laborieuse d'un homme de 56 ans dont la fierté lui avait coûté tout et dont les poumons n'étaient plus ce qu'ils étaient. Comment va ta mère? A-t-il demandé. C'était la première fois qu'il demandait des nouvelles de Patricia dans une conversation avec moi. Pas ma femme, pas elle. Ta mère? Elle va bien, ai-je dit. Elle est à Ridgewood. Elle est en sécurité. Il n'a pas répondu à cela. Je ne sais pas s'il pouvait. Gérald, ai-je dit, je ne vais pas prétendre que ce que tu as fait était correct. L'incendie, l'isolement, la façon dont tu m'as effacé de la famille. Je ne vais pas prétendre que rien de tout ça n'est arrivé. J'ai fait une pause. Mais je ne vais pas non plus te punir pour toujours. Je ne vais pas le rendre facile. Mais je ne vais pas sceller la porte. Alors c'est quoi, ça? A-t-il demandé. C'est une conversation, ai-je dit. C'est tout pour l'instant. Il est resté silencieux longtemps. Ok, a-t-il dit, et il a raccroché. J'ai posé le téléphone sur la balustrade du porche et j'ai repris mon café. Le ciel était ambré et s'assombrissait. Quelque part à l'intérieur, Patricia a ri à quelque chose à la télévision, un son que je n'avais pas entendu d'elle depuis des années et peut-être jamais et les fenêtres brillaient d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec le thermostat. Il a perdu cette maison de la même façon qu'il m'a perdu, en refusant de croire que nous pouvions partir. Je suis assise sur le porche à nouveau en te racontant ça ce matin, cette fois tôt avant que le quartier se réveille. Café dans une tasse que j'ai achetée dans une friperie, du genre avec une anse ébréchée et un motif floral fané qui me rappelle le tissu d'une couverture. La pelouse est à moi. Le toit est à moi. Les numéros en laiton qui indiquent 4892 captent le lever du soleil. Et ils sont polis maintenant,
parce que certaines choses méritent des soins même quand la personne qui les a installées ne savait pas comment en donner. Je n'ai pas acheté cette maison pour me venger. Je l'ai achetée parce que c'était un bon investissement. Parce que j'avais les connaissances, le capital et la licence pour prendre la décision. Et parce qu'il y a 6 ans, j'étais une fille de 17 ans debout dans ce jardin avec rien, regardant tout ce que je possédais se transformer en fumée. Et je m'étais promis, silencieusement, sans témoin, que je construirais quelque chose à partir des cendres. Je ne savais juste pas que ce quelque chose serait aussi littéral. S'il y a une leçon, ce n'est pas celle à laquelle on s'attend. Ce n'est pas travail dur et tu leur montreras. Ce n'est pas la meilleure vengeance et le succès. C'est plus simple et plus dur que ça. Ma grand-mère a cousu cette couverture pendant 3 hivers. Elle a coupé le tissu, choisi les motifs, enfilé les aiguilles, et s'est assise dans un fauteuil nuit après nuit, faisant quelque chose qui tenait chaud parce qu'elle voulait que je sois au chaud. Ça a pris de la patience. Ça a pris des mains. Ça a pris du temps. Elle ne savait pas qu'elle en manquait. J'ai tout perdu et je l'ai reconstruit en 6 ans. Les 2 ont été faits à la main. Si tu es dans ta première année, l'année où tout est cendre et où tu es debout dans un jardin avec rien, je veux que tu saches que ce n'est pas la fin. Mais personne ne va te porter dehors. Tu dois grimper par la fenêtre toi-même. L'enveloppe aide, mais la marche est à toi. C'est mon histoire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Ça signifie plus que tu ne le sais. Si quelqu'un dans ta vie a besoin d'entendre ça, envoie-lui cette vidéo. Et si tu veux plus d'histoires sur des gens qui ont reconstruit à partir de rien, il y a un lien dans la description. Abonne-toi si ce n'est pas fait. À la prochaine.